Nous allons vous présenter un travail de recherche appliquée qui a été mené entre 2011 et 2013, qui s'intitulait Nouvelle mobilité et urbanisme rural. On a résumé sous l'acronyme MOUR, projet MOUR. C'est un projet qui a été lancé en réponse à un appel de la région, un appel à projet de la région et en partenariat avec le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Dans le courant de la deuxième année du projet, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de l'énergie, est intervenue en soutien direct à la réalisation de ce programme. Donc, on peut passer par la diapositive suivante. Donc effectivement, je reprends, ce projet il a été mené de novembre 2011 à 2013 en partenariat donc, avec le PNR Loire-Anjou-Touraine et l'ADEME. La structure qui a porté ce projet, c'est ce qu'on appelle dans le jargon universitaire une unité mixte de recherche, c'est-à-dire un laboratoire, en l'occurrence qui s'appelle CITER, Cité, Territoire, Environnement, Société, un laboratoire qui est sous double tutelle du CNRS et de l'Université de Tours. Alors le but de ce projet de recherche, c'était avant tout de travailler sur l'étude des conditions de développement de mobilité plus durable, moins dépendante de la voiture, dans les espaces ruraux à faible densité. J'insiste sur ce caractère de la faible densité. Notre travail ne porte pas spécifiquement sur le périurbain, mais bien sur ce que parfois certains appellent de manière un peu excessive le rural profond. En tout cas, nous, ce que nous appelons les espaces à faible densité, et avec la volonté d'emblée de ne pas se limiter à la seule question des transports en commun. Donc, la problématique de ce travail, c'était d'essayer de voir comment se déclinaient sur le terrain les trois grands enjeux que sont ceux d'abord du renchérissement possible des énergies fossiles. Il faut quand même se rappeler que l'énergie fossile représente aujourd'hui encore plus de l'énergie fossile, donc le pétrole, représente plus de 90% de l'énergie consommée pour les déplacements, toute catégorie de déplacements confondus. Et même si actuellement le prix du pétrole paraît stable, on ne peut pas parier sur cette stabilité à très long terme, et il faut bien prendre en compte, dans une cadre d'une réflexion prospective, la possibilité d'un renchérissement très net du prix du pétrole dans les années qui viendront, et d'une manière générale des énergies fossiles. En second lieu, en matière de mobilité, il y a un autre défi qui s'impose de plus en plus à nous, qui est celui du développement durable et d'organiser des mobilités qui soient moins consommatrices, moins émettrices de gaz à effet de serre, moins émettrices de CO2, et cela implique notamment que nous puissions avoir une organisation des mobilités qui repose moins directement sur l'usage de la voiture individuelle. Il faut se souvenir quand même qu'en France, le taux d'occupation moyen des voitures est de 1,1 personne. Alors, on comprend tout de suite ce que ça implique en termes de consommation d'énergie ramenée à l'unité de la personne transportée. Donc, répondre aussi à ces impératifs. Et puis, ce que l'on constate également, c'est également un défi en matière de mobilité, c'est que les politiques publiques aujourd'hui, et ça quelle que soit l'évolution des gouvernements, les politiques publiques favorisent de plus en plus, pour des raisons de recherche de capacité urbaine notamment, les territoires les mieux desservis par les systèmes de transport en commun. Donc la question se pose pour ceux qui sont, j'allais dire, à l'extérieur de ces territoires, la question se pose de savoir comment on va pouvoir organiser
la mobilité. Alors ce sont ces défis, ces enjeux et défis qui sont au cœur du projet MOVE. Le projet MOVE, donc, il se décline autour de trois questions principales. La première qui est de savoir comment conjuguer le droit à la mobilité, qui est un droit que prétend évidemment tout citoyen, et le droit au territoire. Pour dire les choses autrement, la question qui est posée, c'est de savoir comment on peut garantir le maintien des populations sur ces territoires à faible densité en leur permettant d'en sortir au quotidien. Car notre hypothèse de base, c'est que si on veut éviter la désertification totale de ces territoires à faible densité, il faut donner la possibilité aux gens qui y habitent d'en sortir de manière constante, de manière régulière, de manière quotidienne. Et c'est à ce prix-là qu'ils pourront effectivement s'y maintenir. Donc l'enjeu de la mobilité, c'est aussi celui-là. L'enjeu de la mobilité, de l'organisation de la mobilité, c'est celui du maintien de la vie dans les territoires, tout simplement. Une autre question qui était évidemment au cœur de notre travail, c'était d'essayer d'identifier quelle forme de mobilité innovante et plus durable on pouvait espérer promouvoir dans ces espaces à faible densité, et des formes de mobilité qui ne peuvent pas être résumées en termes stricts de transport en commun. Parce qu'il est bien évident, enfin c'est une remarque de simple bon sens, il est bien évident qu'on ne peut pas développer du transport collectif partout, en tout lieu, à tout moment. Le bus, la cadencement de 10 minutes, c'est pas évidemment pour tout le territoire. Donc il faut trouver d'autres formes d'organisation, sortir à la fois de la prégnance de la voiture individuelle et en même temps trouver des alternatives au transport collectif classique. Et enfin, derrière tout cela, c'était déjà présent dans mon propos précédemment, la question qui est proposée par ce travail, c'était celui du devenir tout simplement des territoires ruraux les plus mal desservis. Alors, il nous a fallu évidemment, pour mener à bien cette réflexion, nous appuyer sur des observations de terrain. Le partenariat que j'évoquais en introduction avec le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine nous a fourni d'emblée évidemment le terrain d'étude. Donc notre terrain d'étude, il est essentiellement centré sur le PNR Loire-Anjou-Touraine, avec un focus que nous avons été amenés à faire sur la communauté de communes du pays d'Azelle-Rideau. Communauté de communes qui se trouve évidemment pas très loin de Tours, mais qui présente des caractéristiques qui sont à l'interface, j'allais dire, du périurbain et du rural profond que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, on va aller vite, parce que le projet il a duré 2 ans, donc je ne peux pas vous le résumer de manière très complète. On va simplement souligner et insister sur 2 catégories de résultats. Sur le premier résultat, le fait que sur notre territoire, on a découvert qu'il y avait quand même des offres alternatives à la voiture qui étaient importantes, plus importantes en tout cas que ce qu'on imaginait au départ, mais parfois inadaptées, parfois mal coordonnées, parfois mal organisées, et c'est ce que Marie va essayer de montrer tout à l'heure. Et puis, on a aussi identifié des potentiels et des leviers d'action pour essayer d'organiser des mobilités quotidiennes plus durables. Donc, ce que nous avons pu observer notamment, c'est que sur notre territoire, nous avions des services de transport finalement nombreux et divers, encore une fois, plus riches que ce qu'on imaginait au départ, mais souvent peu compétitifs avec la voiture. D'où effectivement l'importance de ce que nous appelons, alors c'est un mot barbare, l'autosolisme, parce que ce sont les transports, les services de transport qui sont entre guillemets de mauvaise qualité, les grilles horaires sont inadaptées, la fréquence est souvent insuffisante, la durée de trajet est bien souvent aussi trop longue et pas du tout compétitive par rapport à la voiture individuelle.
les tarifs restent élevés, etc. Donc des services de transport nombreux, mais foncièrement mal adaptés. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que, bien sûr, le transport collectif classique, qui est le TER, quelques services de car, peuvent à certains égards offrir une alternative à la voiture, mais de toute façon n'élimine pas la nécessité du recours à la voiture, ne serait-ce que pour rejoindre la gare ou la station de départ. Donc, très clairement, les enquêtes que nous avons menées montrent qu'il est encore sur ces espaces à faible densité très difficile de vivre totalement sans voiture. On ne va pas affirmer le contraire, on n'est pas dans l'utopie complètement absolue qui consisterait à dire qu'on peut vivre dans les espaces ruraux profonds et à faible densité sans voiture. Non, on n'est pas en train d'affirmer cela. Par contre, nous pensons qu'effectivement, et nos travaux vont dans ce sens, qu'il est possible de réduire l'importance de l'autosolisme. Et c'est cela que Marie, maintenant, qui va prendre le relais, va vous expliquer à partir d'une présentation très très succincte de quelques résultats d'enquête qui ont été menés sur le terrain. Oui, en gros, face au constat qu'on a fait, on avait deux possibilités. Soit on travaillait sur l'offre de transport collectif en disant elle est pas suffisante, on va l'améliorer. C'est pas le choix qu'on a fait. Nous on s'est dit finalement on va regarder les pratiques des gens, voir si elles peuvent évoluer. Alors du coup on a mené une expérimentation qu'on a appelée défi mobilité pendant plusieurs mois l'année dernière donc sur la communauté de communes d'Azerino. Cette expérimentation avait deux objectifs. Le premier objectif c'était de finalement s'interroger sur le discours qui est extrêmement partagé en milieu rural, qui est de dire de toute façon je ne peux faire qu'avec ma voiture, je n'ai pas le choix. Cette absence de choix, cette absence d'alternative, c'est vraiment un discours qui est extrêmement partagé. Donc on s'est dit finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on pourrait trouver des alternatives, provoquer des changements de comportement chez les ménages. Donc ça c'était un premier objectif très concret, et le deuxième objectif, c'est un objectif plus scientifique, qui était de voir finalement si en accompagnant les ménages, on pouvait provoquer des changements de comportement. Donc c'était vraiment étudier l'influence de ce levier accompagnement personnalisé sur lequel je vais revenir tout de suite. Donc c'est une expérimentation qu'on a menée avec 19 ménages pendant 3 mois en gros l'année dernière. Et donc il y a eu plusieurs phases. Alors la toute première phase, ça a été une phase de sensibilisation en fait. On a eu des entretiens personnalisés donc avec ces 19 ménages. Autour du mois de janvier. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était un entretien au cours duquel je les interrogeais sur leur pratique, sur pourquoi vous faites ça, pourquoi, etc. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est que c'était pour la plupart la première fois où ils étaient amenés à réfléchir à leur pratique. Ils font comme ça, mais finalement, pourquoi? Et pour beaucoup, ça a été voilà, une sensibilisation, une remise en question parfois. Voilà, ça, c'est très intéressant. Après, l'accompagnement en tant que tel, il y a eu 3 phases. La première phase, ça a été de remplir un carnet de pratique pendant une semaine. Donc concrètement, c'est une feuille sur laquelle ils notaient tout leur trajet pendant une semaine pour tous les membres de la famille, assez contraignant à faire. Donc ils notaient les distances, les lieux où ils allaient, les motifs, le mode de transport évidemment. Et donc nous, ces carnets de pratique étaient extrêmement importants pour nous parce qu'on avait besoin de savoir, voilà, cette semaine-là, qu'est-ce que vous avez fait. Et puis on savait aussi si c'était des déplacements exceptionnels ou si finalement c'était ce qui faisait la majorité du temps. Donc des carnets pratiques sur lesquels on s'est appuyé pour la deuxième partie qui était de fabriquer ce qu'on appelait des programmes de transport personnalisés. Concrètement, c'était des petits carnets qu'on a distribués à chaque ménage participant qui contenaient plusieurs choses. Alors ils contenaient tout d'abord un bilan de leur pratique pendant cette semaine-là où on leur a dit voilà, cette semaine-là, vous vous êtes déplacé comme ça représente tant de kilomètres, tant de temps passé dans la voiture, mais surtout ça représente tant d'euros dépensés, ça vous a coûté tant, et ça généralement les gens n'ont pas conscience qu'ils dépensent de temps en voiture, donc c'est essence plus assurance, usure de la voiture, etc. Et puis également un bilan en termes environnementaux, donc vous avez émis tant de kilos de CO2. Donc voilà, un premier bilan de leur pratique. Ensuite, notre rapport vraiment, ça a été de leur proposer des alternatives. Donc des alternatives évidemment adaptées à leur pratique. On n'a pas fait donc des alternatives finalement assez simples sur lesquelles
lequel je vais revenir après, simple, mais auquel il n'avait pas forcément pensé, puisqu'elle n'était pas mise en pratique. Et puis, un deuxième bilan en disant, si vous mettez en place ces alternatives-là, vous allez économiser tant d'euros et économiser tant de kilos de CO2. Et puis enfin, la troisième partie de l'expérimentation, c'était un test des alternatives en disant finalement, on vous propose des choses, mais est-ce que concrètement, c'est possible de les mettre en place? Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, finalement, le premier résultat, c'est que des marges de manœuvre sont possibles. On a réussi à proposer des alternatives aux ménages qui se traduisaient par une utilisation moindre de la voiture ou plus de covoiturage, moins d'autosollicité. Donc, on a pu proposer des alternatives en termes de changement de mode de transport, donc que ce soit du covoiturage, ou prendre le train, parce que vous avez une ligne de TER sur le territoire, ou également faire du vélo ou se déplacer à pied pour le déplacement court. Des alternatives en termes d'organisation des activités, c'est-à-dire qu'on leur disait finalement là on a vu que cette semaine-là vous êtes allé 3 fois à Tours, peut-être que vous pourriez vous organiser différemment pour n'y aller qu'une seule fois ou deux, ce qui limite évidemment les déplacements. Ou en termes de limitation des déplacements, par exemple, il y a un monsieur à qui on a dit voilà, vous rentrez chez vous le midi, peut-être qu'en vous organisant autrement, vous pouvez rester pendant votre pause déjeuner sur votre travail, ce qui économise 30 km par jour. Ou alors, des propositions de relocalisation de l'activité, par exemple des ménages qui allaient acheter des pizzas à Tours alors qu'il y avait un pizzaïolo à 3 km de chez nous. C'est des exemples très simples finalement. C'est vraiment des propositions de changement très très simples, mais encore une fois, elles n'étaient pas mises en place. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas loin avec le petit graphique. Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce que ça a donné? Pour certains ménages, on a pu aller jusqu'à 85% de réduction du budget mobilité. Donc, des changements énormes. Et puis, en termes d'émissions de CO2, c'était un peu moins, parce que c'est des gens qui ont proposé de prendre le train, donc ça économise beaucoup financièrement et un peu moins de temps. Donc évidemment, ça n'a pas fonctionné de la même manière pour tous les ménages. Alors ceux pour lesquels ça a fonctionné le mieux, concrètement, c'était ceux qui travaillaient dans l'agglomération étrangère, dans le centre de Tours même, et qui pouvaient prendre le train pour s'y rendre. Donc tous les jours, une économie et financière et environnementale, des déplacements routiniers. Voilà, pour ces gens-là, on a pu trouver des alternatives assez facilement et qui permettaient d'économiser beaucoup. Après, pour les retraités ou les actifs peu mobiles, mais c'est pas le bon terme, en fait, c'est des actifs qui travaillaient pas très très loin de chez eux, et des retraités qui ne se déplaçaient pas énormément non plus. Forcément, on a trouvé des alternatives, mais qui ont un impact moindre. Et puis, pour les personnes qui avaient des déplacements peu routiniers, finalement, évidemment, il est assez difficile de trouver des alternatives ou de pouvoir provoquer des changements de comportement. Donc, pour ces ménages-là, l'impact de l'accompagnement personnalisé, finalement, a été peu important. Donc, on voit véritablement la différence entre les déplacements routiniers ou les déplacements exceptionnels, pour lesquels il est possible ou non de trouver des alternatives facilement. Ensuite, alors, donc, la troisième phase du test, j'ai dit, c'était essayer de mettre en place des alternatives. Alors ça aussi, ça a plutôt bien marché. Ça s'est traduit, alors d'une part, par une généralisation du covoiturage du train. Alors pourquoi une généralisation? En fait, c'était des ménages qui le faisaient une fois de temps en temps, etc. Mais ils n'étaient pas plus assidus que ça. Et en fait, le fait de leur montrer concrètement dans un bilan ce que ça pouvait amener comme économie de faire du covoiturage ou de prendre le train tous les jours, et bien de voir ça a suffi à leur donner envie, à les motiver encore plus à ne plus utiliser la voiture et à prendre le train ou le train. Pour le covoiturage pour les loisirs, c'est un peu la même chose en fait. Des gens qui disaient que ça ne change rien en fait, que je sois tout seul dans ma voiture ou pas. Donc je ne vais pas m'imposer la contrainte de chercher les gens avec qui me déplacer. Et encore une fois, le fait de voir le bilan, ça a bien fonctionné. C'est exactement la même chose pour la marche ou pour le vélo. Alors là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien mis en évidence ce qu'on appelle le réflexe voiture, c'est-à-dire le fait de dire j'ai ma voiture à côté, ok, je vais pas très loin, mais la voiture est là, c'est quand même plus simple, je vais y aller en voiture. Et finalement, voilà, le fait de
de remplir le carnet de pratique, d'avoir le bilan, à la fin, ça permet de se rendre compte de tous les petits déplacements qu'on fait en voiture, alors qu'on pourrait les faire autrement. Et puis, ça permet de réfléchir et de se dire, je pourrais prendre le vélo ou je pourrais y aller. C'est la même chose pour l'organisation des activités, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu vraiment un changement de discours entre la première fois où on les a vus en entretien, donc au mois de janvier, et la fin de l'expérimentation, soit avec des gens qui m'ont dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est vraiment complètement stupide, je vois maintenant ce que ça m'amène, vraiment pourquoi je ne l'ai pas fait avant, ou plus intéressant, même des gens qui me disaient au départ non, moi le covoiturage c'est pas possible du tout, c'est pas du tout adapté à mes pratiques, et qui finalement à la fin ont réussi à le mettre en place. Donc ce changement de discours-là montre bien l'intérêt quand même de l'accompagnement personnalisé. Et puis ce qui était intéressant, c'est que les alternatives proposées n'étaient pas vécues comme des contraintes. Ça, à la fin, ils réussissaient à ce que ça devienne une routine et de nouvelles habitudes. Mais évidemment, tout n'est pas rose non plus. On a vu qu'il y avait encore des freins à la mise en place des alternatives au changement de comportement. Alors, deux types de freins. D'une part, des freins objectifs. Le plus important étant pour trouver des covoitureurs. Voilà. Le plus gros frein au covoiturage, c'est vraiment ça. C'est pas forcément un manque d'envie, c'est oui, mais avec qui. Et en fait, la plupart du temps, les ménages ont l'impression qu'ils doivent trouver des covoitureurs dans leur cercle professionnel. Et donc, ils ne cherchent pas forcément ailleurs. Et ils ne savent pas où chercher ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un gros problème à la mise en place du covoiturage. Et puis, un deuxième frein, c'était lié au train. Mais alors là, c'est un peu particulier parce que sur la ligne Chinon-Tours, elle était connue, en tout cas l'année dernière, pour qu'il y ait pas mal de retard. Et ça a provoqué pas mal de problèmes, donc les gens, finalement, ne voulaient pas trop prendre le train. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est ce qu'on a appelé les freins subjectifs. Et c'est finalement un manque d'envie. Pour des ménages qui n'ont pas besoin de changer d'habitude, parce que financièrement, c'est pas problématique de prendre la voiture, et puis environnementalement, c'est pas non plus quelque chose qui leur semble problématique. Donc ils ne voient pas pourquoi ils changeraient des pratiques qui leur conviennent parfaitement, pourquoi ils chercheraient à adopter des nouvelles habitudes, à créer un petit déséquilibre, le temps de créer une nouvelle routine, etc. Donc on a vraiment un manque d'envie. D'où l'intérêt, encore une fois, de sensibiliser ces ménages-là et qu'il y ait un accompagnement comme ça, ce qu'on a fait. Et puis pour terminer, finalement un retour sur cet accompagnement personnalisé. En termes de résultats, c'est des résultats qui sont encourageants sur le moment. Voilà, on a vu des changements de pratique, etc. Maintenant, on n'a pas de retour sur le long terme. Donc on sait que des expérimentations comme ça qui ont été menées ailleurs, à long terme, ça continue à fonctionner. Moi, je n'ai pas repris contact avec les ménages que j'ai suivis, donc je ne sais pas. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si un tel accompagnement comme ça, donc nous, on l'a mené en tant qu'équipe de recherche, mais par qui ça pourrait être pris, étant donné que c'est quand même très chronophage. Et donc, on pense que les centrales de mobilité, donc qui sont des structures qui se mettent en place un peu partout maintenant au milieu rural, seraient la structure la plus adéquate pour faire un accompagnement. Voilà, j'ai terminé. Et si vous êtes intéressé par les résultats du programme de recherche, j'ai déposé sur la table comme ça un rapport qui est à consulter ici, mais surtout des synthèses. J'ai imprimé plusieurs synthèses, donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors, vous voyez, le marché de l'automobile est en baisse depuis 3 ans d'une manière importante. Baisse d'autant plus importante qu'on s'éloigne des grandes zones d'activité, la modification de l'arbitrage effectué par les consommateurs. Alors, ça veut dire que le consommateur aujourd'hui n'est plus enclin à mettre autant d'argent dans son automobile. En 1960, ça représentait 4,6% de son budget. Aujourd'hui, ça ne représente plus que 3%. Nous sommes en baisse constante du kilométrage moyen parcouru annuel. Aujourd'hui, on ne se connaît plus qu'à 12 666 km. En gros. Donc, d'où l'intérêt de la profession de s'inscrire dans cette nouvelle mobilité, dans ces nouveaux modes de transport. Et puis de s'adapter aussi à tout ça. Alors, je vais vous présenter rapidement le sujet, brièvement, parce que
je vous avoue que j'arrive pas un peu comme un cheveu sur la soupe, mais presque. La seule région qui a aujourd'hui entrepris une démarche au niveau de la nouvelle mobilité, c'est la région Bretagne. Donc je vais parcourir avec vous tout ce qui met au tableau. Donc on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, pour nous, la mobilité se représente comme un facteur essentiel de compétitivité. Le projet régional financé en partie par la thème propose aux organisations de les accompagner afin de développer leur activité en prenant en considération ces facteurs et la mobilité. C'est l'expérience qui est menée en Loire-Bretagne. Alors, nouvelle offre de services proposée par les professionnels de services d'automobile, nouveaux outils numériques, émergence de nouvelles pratiques de mobilité, besoin de mobilité sur le territoire. Il y a un territoire en Bretagne qui peut être la même chose sur le territoire. Enjeu du projet, développer pour les professionnels de services de l'automobile, développer leur activité économique, diminuer les coûts de l'immobilisation de certains véhicules, proposer un service pour des besoins identifiés sur le territoire. Alors le principal but de l'activité qui a été mis en place sur la Bretagne, c'est de permettre aux personnes qui ont un permis de conduire mais qui n'ont pas les moyens de se déplacer, de bénéficier d'un véhicule à un coût réduit. Et diminution des coûts de déplacement. Réagir face à l'urgence économique, dynamiser le territoire, proposer une offre complémentaire de mobilité, faciliter l'accès à l'emploi. Les 2 ans, alors c'est toujours sur le développement de ce qui est fait en Bretagne. Développer le tourisme vert, favoriser l'accès à l'emploi. Voilà. Donc, voilà ce qui est proposé en Bretagne avec un véhicule électrique, 10 € la demi-journée et 20 € la nuit. Alors, il passe en Bretagne vous voyez, 220 personnes sur le territoire à la recherche d'un emploi depuis la technologie, mais n'ayant pas de véhicule. Alors oui, sur la Bretagne, il passe par Coligar, voilà, prestataire d'autopartage proposant une gestion de location automatisée et une solution assurantielle intégrée. Alors le premier bilan, c'est une solution assurantielle adaptée au déploiement d'une activité d'autopartage. Le souci, c'était par rapport à toute la législation, de savoir comment on pouvait, sur les véhicules que l'on a en disponibilité sur le stock, comment on pouvait l'assurer, l'immatriculer et être réglementaire par rapport à la législation. Alors, statut du véhicule d'occasion et évolution de la culture du métier. Étape en cours, validation du projet par l'ensemble des acteurs ayant un lancement d'expérimentation, recherche de subventions pour le financement d'une partie de l'expérimentation, approbation des services par les acteurs du terrain, lancement du projet. Alors ça c'est et si les garagistes développaient un autopartage numérique sur le plan national. Donc chez nous, on est vraiment au balbutiement, on essaie d'aborder un peu. Mais tout ça, c'est une réflexion par rapport à la complexité et à l'évolution de notre profession. On est dans une profession qui évolue d'une façon rapide. Pourquoi? Pour 2 facteurs. D'abord, le premier, c'est que le consommateur n'est plus enclin à consacrer autant d'argent à son produit, à l'achat de sa voiture. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, la fiabilité des produits fait qu'il y a une durée de vie beaucoup plus importante. Alors tout ça, ça a un impact phénoménal sur notre métier. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir que par rapport à tout ça, la baisse de kilomètres annuels
la fiabilité du produit, on perd 2% de chiffre d'affaires depuis 10 ans. Donc tout l'intérêt pour conserver, parce que c'est vrai qu'en automobile, on ne peut pas dire qu'on soit des villes un petit canard, mais pour pouvoir conserver tous nos services de proximité, parce qu'on en a besoin, et certains, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, la mobilité c'est important et encore plus important en milieu rural. Si on prend en compte, je vois moi dans ma commune, on est quand même, je dis on parce que j'en fais partie, il y a quand même plus de 30% de la population qui sont des seniors, mais seniors bien avancés, à qui il faudra aussi permettre ces gens-là une certaine mobilité à un moment par le système de covoitural, ainsi de suite. Donc on offre, nous, professionnels, un maillage important, puisqu'on a le réseau primaire, la distribution, mais après le réseau secondaire, tous les agents, les minéraux, ainsi de suite, qui sont bien répartis géographiquement sur le territoire et qui peuvent servir de relais ou faire une offre à la population pour permettre demain de faire du covoitural, de partage, etc. Voilà comment j'ai essayé de m'insérer un peu dans votre débat de ce matin. Mais pour nous professionnels de l'automobile, c'est un enjeu très très important. Vous avez vu, l'automobile, les services de l'automobile, c'est un emploi sur 10. C'est très très important, donc d'où l'intérêt de conserver quand même une partie de cette activité chez nous. Et pour revenir tout à l'heure, quand tu dis ma voiture bourrée d'électronique et qui pollue, je disais à mon voisin, est-ce que demain, le moteur thermique ne sera pas un moteur écologique? Parce que si on regarde un peu l'évolution qui a été faite au niveau de la technicité automobile, je ne veux pas refaire le passé, mais une voiture qui consomme 3,5 litres de carburant au 100 et qui pollue pratiquement plus devient un véhicule écologique. Et est-ce que demain, s'il y a une volonté politique, à la fois des politiques pures et dures et une volonté politique constructeur, est-ce que demain on n'aura pas des moteurs électriques ou des moteurs thermiques à pollution zéro? Il y a encore des progrès importants à faire sur le moteur thermique diesel, il y a des évolutions très très importantes à faire sur le moteur essence. On peut diminuer encore d'une façon importante la consommation et la pollution. Voilà, on va essayer, nous, professionnels de l'automobile, de s'insérer dans cette évolution et on a tout intérêt parce que ça sauve absolument tout ce tissu économique. Merci.